Alors là, la particularité, c'est l'essence même de mon métier, c'est-à-dire en fait, ça touche au côté historique de ce métier-là. J'ai dû restaurer toute cette ferronnerie qui est 18e, remplacer certaines parties qui étaient trop endommagées pour pouvoir faire la restauration du fronton du portail. Donc là, le gros travail pour moi, c'était le feuillage, refaire toutes les feuilles. Et effectivement, c'est reproduire tout un tas de gestes. Et c'est le fait de la répétition de tous ces gestes-là qui fait qu'on, bien sûr, on apprend. Oui. Même si je dis que j'ai de l'expérience, quand je travaille sur des pièces comme ça, j'ai aussi l'impression d'être à côté des ferronniers qui ont travaillé sur ces ouvrages à l'époque, parce que j'observe leur savoir-faire en travaillant dessus et les techniques, donc en disant ben là ils ont fait comme ci, comme ça, et donc oui, c'est très important. Ouais. Le portail dessous, lui, est entièrement neuf, il n'existait plus, donc je l'ai refabriqué de A à Z. Et qu'il y a toute une partie historique de l'objet, donc ce côté patrimoine à conserver, ça c'est grâce à des gens comme M. Lafonde qui ont à cœur de dire ben, on ne laisse pas les choses s'abîmer et on va leur redonner vie. Pour moi, il y a aussi tout le patrimoine culturel. Et moi, de pouvoir faire cette restauration, ça m'a permis, comme je travaillais avec mon fils, de lui transmettre des techniques, notamment le travail des feuillages. Pour la première fois, j'ai devant moi l'objet intégralement terminé. Et on est parti des croquis, de dessins, et puis de dire ça y est, ça prend forme, et puis c'est là quoi. Et puis c'est là pour un bon bout de temps. Le domaine de Cibirol est un lieu de villégiature datant du XVIIIe siècle. Il est inscrit sur la liste des monuments historiques. L'ensemble se compose de bâtiments agricoles, d'une grande chartreuse, d'un parc de 24 hectares agrémenté de fabriques, petites bâtisses qui animent la promenade. En 2016, son propriétaire Pierre Lafont transmet le domaine de Cibirol à la ville de Florac. Cibirol, c'est un peu unique sur le parc des Coteaux parce que c'est un domaine qui est resté privé très longtemps par rapport aux autres. Et le fait qu'il ait été transmis à la commune par son propriétaire qui, en attendant, en conserve l'usufruit, ça donne une période où on peut réfléchir justement à ce qu'on souhaite faire d'un patrimoine qui restait intègre finalement, de cette privatisation qui est venue jusqu'à nous. La question, c'est de savoir quels usages on peut permettre dans ce lieu pour en garder toutes les qualités, l'intégrité et les qualités aussi qu'on lui trouve aujourd'hui. On peut imaginer quantité de choses, mais il y a très peu de choses finalement qui ne porteraient pas une vraie atteinte au site et à sa dimension patrimoniale et l'héritage qu'on en a reçu. Une des pistes pour découvrir Cibirol, c'est de suivre ces différentes fabriques. Chacune a une histoire, marque une période aussi de la conception du jardin et des évolutions de la chartreuse avec son jardin. Et surtout, certaines racontent aussi le fil de l'eau et comment l'eau était amenée depuis les sources tout en bas jusqu'en haut et redistribuée ensuite à la chartreuse et à son exutoire au rafraîchissoir. Donc il y avait besoin comme ça de créer tout un système d'eau qui pouvait abreuver tout un domaine en entier. Et les études ont montré que du fait de l'urbanisation du plateau, de l'imperméabilisation, de plus en plus les sources hautes étaient taries, les sources intermédiaires allaient se tarir et les sources basses dans quelques décennies le seraient aussi. Donc ça nous apprend aussi qu'on va devoir se confronter à de vrais enjeux sur la ressource en eau et sur la capacité à avoir accès à cette ressource dans les années à venir. Donc là on est dans le rafraîchissoir ou le bassin exèdre. C'est un peu le lieu mystérieux de Cibirol puisque c'est certainement une des fabriques du XVIIIe siècle qui est restée là dans la composition du XIXe qui n'a pas été supprimée. Par contre on ne sait pas trop à quoi ça servait, il y a beaucoup d'eau, là il fait très frais alors que dehors il fait très chaud. Ça a été probablement une citerne d'eau qui a servi à des cultures en terrasse qu'on avait sur le coteau. Mais aujourd'hui, c'est surtout la maison des tritons et des salamandres aujourd'hui. Donc voilà.
Venir à Sibirol, c'est toujours un peu une expérience. On passe le portail et on quitte la ville, alors qu'on est en plein cœur de la métropole bordelaise. Donc on arrive dans le calme et je trouve que le dispositif de cette arrivée, où d'un seul coup on s'ouvre sur la vue en même temps qu'on découvre la Chartreuse, ça a toujours ce côté un peu impressionnant, et encore plus quand on vient la nuit, je trouve, et qu'on voit toute la ville de Bordeaux éclairée. Sibirol est un lieu qui est habité depuis très longtemps, sans doute à cause de sa position très privilégiée par rapport à Bordeaux, le coteau qui est juste en face de Bordeaux. Si vous étiez venu au Moyen-Âge, vous seriez venu au château de Feuillas et vous étiez reçu par le duc de Verteuil. Donc noblesse d'épée, vieille famille française qui possède le site pendant à peu près 3 siècles. Puis au XVIIIe siècle, changement de propriétaire, on passe de la noblesse d'épée à la noblesse de robe. C'est un parlementaire, c'est une famille de parlementaires bordelais qui achète Sibirol. Ils s'appellent les Lamolaire de Sibirol et c'est comme ça que le site va prendre ce nom. Le premier des Lamolaire, Bernard Lamolaire, est directeur de la monnaie de Bordeaux. Il fait fortune, il veut s'installer et donc, comme tout bourgeois de cette époque, il faut avoir sa chartreuse dans les environs de Bordeaux, ça sera Sibirol. Il fait des malversations, ça se passe mal pour lui, mais toujours est-il qu'il met la propriété en vente et c'est son cousin, Jean-Baptiste Lamolaire, qui va acheter la propriété dans la deuxième moitié du XVIIIe, vers 1770, et qui va la modifier et lui donner toute sa magnificence, puisqu'il est très riche. S'il est très riche, c'est parce qu'en fait, il est propriétaire de plantations de canne à sucre à Saint-Domingue, ce qui veut dire que c'est aussi un esclavagiste. Sa fortune est telle qu'il peut faire venir les meilleurs artisans sur Sibirol et donner à Sibirol tout ce décor un peu exceptionnel pour une chartreuse dans le Bordelais, puisqu'on a des boiseries et des décors absolument magnifiques. Une chartreuse, c'est une maison de villégiature. Ça veut dire qu'on y vient pour le plaisir, une seule saison dans l'année, la saison noble pour ces gens-là, c'est-à-dire l'automne, puisque c'est la période de la chasse et des vendanges. On vient en général s'installer 3 mois. Ça veut dire que toute la maisonnée va se déplacer pour 3 mois et va s'installer ici pour la bonne saison. Ça ne veut pas dire que le reste de l'année, on ne va jamais y venir, mais on ne va pas y installer toute sa maisonnée. On vient gérer ses affaires. Je vous ai dit que c'est une exploitation agricole, donc forcément, on vient gérer ses fermiers, etc. Il ne faut quand même pas oublier qu'au XVIIIe, à Bordeaux, vous n'avez pas de pont. Ça veut dire que venir ici, c'est une vraie expédition. Il faut prendre les barges qui traversent le truc et vous le faites avec armes et bagages. Je vous ai dit c'est une maison de villégiature, ça veut dire c'est une maison pour faire la fête. Et si vous venez ici, c'est que vous avez été invité et c'est que vous êtes attendu. Donc du coup, vous allez rentrer directement dans les pièces officielles de la maison. Vous allez rentrer évidemment dans ce qui est la salle des fêtes. Au XIXe, c'est essentiellement 2 familles qui vont posséder Sibirol. Première moitié du XIXe, une famille Carrier qui ne va pas trop le modifier. Par contre, au deuxième moitié du XIXe, la famille Cahuzac, 2 cousins là encore qui vont se succéder, qui vont modifier profondément Sibirol, surtout au niveau botanique. C'est l'époque dans laquelle tous ces armateurs sont fans de collections de plantes. Ils vont faire une grande serre décorative qui a pour but de présenter les orchidées. Un des Cahuzac sera sélectionneur d'orchidées. Il y a d'ailleurs une orchidée qui s'appelle Sibirolacée. En faisant construire cette serre, Raymond Cahuzac, il voulait impressionner. Et pour impressionner, il fallait effectivement essayer de créer de la théâtralité. Et on débouchait sur cette composition qui était un peu pyramidale,
Voilà, avec ces pierres meulières où étaient installés d'une manière asymétrique les différents pots des orchidées qui baignaient dans une atmosphère effectivement très très humide, puisqu'il y avait un système de cascade qui partait du sommet et qui regagnait le bassin. Mais en parallèle de ça, il fait appel à un paysagiste qui s'appelle Fischer, qui est le grand paysagiste à la mode dans la région bordelaise toute la deuxième moitié du 19e, et qui va entièrement recomposer le parc en y installant un parc pittoresque avec des fabriques, très à la mode dans cette deuxième moitié du 19e, et en replantant le parc avec toutes ces espèces qui sont très à la mode dans cette époque-là. Tous ces parcs qu'il y avait autour de Bordeaux, ils constituent un témoignage de cette œuvre du paysagiste Louis-Bernard Fischer, qui a finalement créé un nouveau paysage autour de la ville à partir de 1850. Quand on regarde, quand on se promène sur les quais de Bordeaux, qu'est-ce que l'on voit? On se tourne vers les coteaux, aussi bien l'été que l'hiver. On voit la pointe, les parties sommitales des cèdres, des conifères variés, des arbres, des caducs, etc. On voit où se situent les domaines et finalement il a créé un nouveau paysage qui s'est juxtaposé à un paysage qui était à l'époque beaucoup plus agricole, puisque sur les coteaux, durant tout le Moyen-Âge et beaucoup plus tard aussi, vous aviez des terrasses où était cultivée la vigne. J'essaye de protéger tous les pins maritimes que je trouve sur ce chemin. Le paysagiste Fischer, au 19e, quand il a replanté le parc, il a installé uniquement sur ce chemin ces pins maritimes. Et ce chemin, il est celui qui donne la vue sur Bordeaux et au-delà de Bordeaux sur l'océan. Et donc finalement, ces pins, ils s'installent comme des guetteurs qui dépassent la voûte des chênes et ils sont là à surveiller le temps qui va venir comme s'ils allaient nous protéger des tempêtes ou au moins nous alerter. Alors évidemment, les tempêtes, elles ont eu raison de pas mal d'entre eux. Il y en avait une vingtaine quand j'étais enfant. Il en reste encore 8. Et donc le temps de les renouveler, ça fait une dizaine d'années, j'ai commencé soit à replanter, soit à protéger ce que je trouvais qui était venu spontanément. Et d'ici une vingtaine d'années, ils seront remplaçants de cela. L'arbre a toujours fait partie de ma vie puisque ce lieu a été le lieu de tous mes temps d'évasion, de tous mes temps de rêverie et de tous mes temps de liberté de mon enfance. Et du coup, les principaux êtres vivants que j'avais qui me donnaient la sensation de liberté, c'était ces arbres. Donc je suis très attaché aux arbres. Et effectivement, je ne vais pas dire que j'ai une culture animiste comme les Indiens d'Amazonie, mais j'aime finalement pas cette différence qu'on fait régulièrement entre homme et nature, comme si on était d'une nature différente de la nature. On appartient au même monde du vivant, on est là simplement au milieu d'eux. Là, vous avez le plan de replantation de Sibirol avec tous les pastilles représentent un arbre planté. Pour se repérer, ici, vous avez la maison, l'allée centrale, ici tout le parc et puis ici tout le bois. On avait plein de cèdres, d'érables, de séquoias, tout ce genre d'espèces. Mais évidemment, la tempête de 99 a mis à mal tout ça. On estime qu'on a perdu à peu près 350 arbres. Donc après avoir pris presque 10 ans pour nettoyer tout le bois, il a fallu le replanter.
Tout ça nous donne à peu près une replantation de 500 arbres, sur lequel il va en survivre peut-être 300. Mais ils ont été reparés de manière à ce qu'un jour on puisse tenir une cartographie de ce parc par géolocalisation lorsque la collectivité prendra en charge le lieu, de manière à pouvoir les suivre dans le temps. C'est des enduits qui sont faits à la feuille de houx. Alors là, c'est du fragon, donc c'est une espèce de petit houx qui pousse au ras du sol en forêt. Traditionnellement, c'est un bouquet de rameaux qu'on trempe dans le mortier qui est très liquide et qu'on vient frapper sur le mur. Et en la déposant sur le mur, ça laisse une impression. Et là, nous, ce qu'on fait, on a mécanisé la technique. Donc on projette à la machine les enduits. On n'utilise pas le bouquet comme un outil pour transporter la matière, mais juste pour donner une impression sur le mur. Ce qui me plaît beaucoup ici, c'est la relation avec Pierre Lafont. Il y a une amitié qui s'est créée, mais son projet, il le vit pleinement et c'est passionnant de travailler avec lui. Et puis il y a une confiance totale, donc c'est un vrai plaisir de venir bosser ici, c'est incroyable. Un des plaisirs d'un projet comme la rénovation de Sibirol, c'est toutes les collaborations qu'on arrive à développer. Alors évidemment, on trouve des artisans avec lesquels on partage le même désir de bien faire, la même envie de développer des savoir-faire traditionnels. Tout ça se fait dans un esprit de collaboration. C'est-à-dire, évidemment, ils viennent gagner leur vie. Évidemment, j'ai un bénéfice puisque après tout est rénové. Mais ce n'est pas la seule motivation marchande. Il y a vraiment l'idée d'une collaboration et d'un savoir-faire partagé. Et ça, c'est un travail collectif, dans lequel d'ailleurs même la DRAC, puisqu'elle nous subventionne, elle nous suit, mais elle nous aide aussi par des formes de conseils. L'histoire de ce puits, ça commence par un accident, puisqu'un jour, il y a un camion qui, en venant se garer devant la maison, d'un seul coup, la roue s'est enfoncée et on a découvert que devant la maison, il y avait ce puits. À l'époque, c'était mon père encore. On a fait faire une belle plaque en béton pour bien boucher tout ça, mais on avait gardé en tête l'idée qu'il y avait ce puits. Et je voulais le réouvrir depuis longtemps, d'abord parce que dans un système d'une maison au XVIIIe siècle, il est hors de question qu'elle fonctionne sans son puits, que ce puits est de qualité architecturale très beau puisqu'il est médiéval. Maintenant, il fallait trouver une margelle. Et trouver une margelle de 1,80 m adaptée du style du puits, de la maison et adaptée à sa taille, c'était pas évident. Donc quand je l'ai trouvé, je ne l'ai pas laissé passer. Ce qui était particulier à ce puits, d'abord, c'est sa profondeur. Il fait 38 mètres de profondeur, puis il est très large aussi, 1,80 m. Et puis le résultat, 3 mois après, le puits est maintenant en place. Il n'est toujours pas équipé. Maintenant, il faut passer à la phase trouver un puisatier, trouver un système hydraulique pour le récupérer. Mais c'est déjà une première phase d'installer. La suite au prochain numéro. Et en plus, ça laisse vraiment une transparence sur le puits. Voilà, c'est ça. C'est en même temps sécurisant, je pense que. Puis XXe siècle, là aussi, encore une évolution.
Mon arrière-grand-père, qui est un entrepreneur dans le bâtiment, qui a fait fortune, donc rien de culturel, rien d'intérêt pour le patrimoine, achète cette propriété simplement parce que c'est un lieu de passage des palombes et qu'il est passionné de chasse. Et résultat, un siècle après, je me retrouve propriétaire et dépositaire de Cibirol, qui a gardé quand même toutes ces traces de son passé, du XVIIIe et du XIXe siècle, et qui constitue un témoignage de ce qu'était une chartreuse à Bordeaux au XVIIIe siècle. Il n'y en a pas tellement qui ont survécu dans leur intégrité. On est en train de regarder des photos d'archives de Cibirol tel qu'il était au XIXe siècle et quelques photos de l'état des lieux des fabriques et notamment de l'Ermitage au moment où nous avons fait des travaux de rénovation et de restauration. Au moment des études, Pierre nous avait confié une série de plaques photographiques grand format de différents endroits du domaine de Cibirol, notamment de l'Ermitage. On avait 4-5 photos à peu près de l'Ermitage où on voyait très bien l'état de l'ensemble de ces deux bâtiments, la chapelle et la maison de l'ermite, puisque entre-temps, effectivement, l'Ermitage avait beaucoup souffert. C'était quasiment une ruine, en tout cas pour la maison de l'ermite. Et c'est ce qui nous a motivés, Fabien et moi, pour proposer à la mairie et à la DRAC de reconstituer en particulier la maison de l'ermite, puisque nous avions des preuves tangibles de l'état dans lequel elles étaient au XIXe siècle. Alors c'est l'occasion peut-être de parler justement de la transmission de ce bien du domaine de Cibirol de la part de Pierre Lafont au bénéfice de la mairie de Florac, puisqu'il s'est agi d'une donation, mais avec des conditions particulières. Pierre a demandé à ce que la mairie s'engage à faire des travaux de sauvegarde et de restauration de ces 5 fabriques pour lesquelles nous avons travaillé, plus des travaux de réseau que la mairie a payés de ses deniers, mais au bénéfice de Cibirol, donc finalement au bénéfice de la mairie elle-même. Ces 5 fabriques sont les témoins de l'histoire du domaine de Cibirol. Il était important de les conserver. Ce sont des ouvrages qui ont été conçus aussi avec soin, qui racontent non seulement l'histoire d'ailleurs de Cibirol, mais aussi l'histoire du 19e, l'histoire des villégiatures sur les coteaux de la rive droite, et l'ermitage qui était... Alors, est-ce qu'il y a eu réellement un ermite? L'histoire le dit qu'il y a eu un ermite qui aurait habité dans cette maison, à côté de cette chapelle, mais indépendamment de ça, les photos dont je parlais tout à l'heure nous le montrent, c'était aussi un lieu de plaisir et de villégiature, un lieu où on venait pique-niquer, on venait avec les grandes robes, les ombrelles, et on venait s'installer là, dans ce lieu qui a tout ce charme qu'on retrouve encore aujourd'hui. Je vous invite à monter et vous allez essayer de réfléchir à quoi ça peut servir, puisque évidemment c'est un belvédère. Chacune a été construite pour des raisons différentes. Je permets peut-être de parler par exemple du belvédère, qui est un château d'eau, mais qui finalement a été construit comme un belvédère et un lieu aussi de plaisir, et qui est construit vraiment au sommet du domaine. C'est vraiment le point le plus haut du domaine. La technique de construction de cet ouvrage, c'est ce qu'on appelle du rocaillage. C'est-à-dire, c'est les premières utilisations du béton. Le béton est un matériau qui est inventé dans les années 1830 et qu'on va commencer à utiliser dans les années 60 à travers une technique qui va imiter la nature, c'est-à-dire le rocaillage. Alors, ce pigment-là, il s'appelle Rosso Antico, c'est un pigment italien. La composition de la peinture à l'ocre. Le liant, il y en a 2, la farine, l'huile de lin, et en ce qui concerne les adjuvants, donc on ajoute du sulfate de fer qui fait office d'insecticide, fongicide. On met un petit peu de savon pour faire que tous ces éléments se lient encore mieux les uns avec les autres.
Je travaille sur un des monuments historiques de la capitale bordelaise et ça c'est quand même un honneur, quoi. Voilà, et puis il y a différentes époques dans ce lieu. Là on fait la peinture à l'ocre sur un bâtiment du 19e. Quand on travaille dans la Chartreuse, on est sur le 18e. Ça c'est intéressant parce que ce n'est pas les mêmes techniques. Et puis il y a, voilà, là on est sur de la peinture extérieure. Quand on travaille en intérieur, c'est des techniques qui n'ont rien à voir. Ce qui est très riche ici, c'est d'avoir comme client et comme hôte Pierre Lafont qui nous apporte beaucoup en termes de connaissances. Il a une connaissance du 18e, des ornementations, de la décoration, bien qu'il s'en défende, qui est génial. Et nous, on apprend beaucoup puisqu'on est des acteurs du patrimoine. Et puis aussi, ce qui est génial, c'est de se retrouver à plusieurs artisans. Restaurer un lieu comme ça, c'est évidemment plus qu'un plaisir, c'est même une grande joie. Ce qui est intéressant, c'est de passer d'une image, d'un rêve, et puis de voir petit à petit se concrétiser. Prendre soin d'un lieu comme ça, lui donner de la valeur, c'est lui donner le plus de chances d'être bien entretenu et d'être soigné après. Et c'est un peu dans cet esprit-là que je fais les restaurations, y compris d'ailleurs aussi le remeublement, puisque j'aime bien imaginer une œuvre d'art totale, si je peux me permettre. Le remeubler, c'est recréer une ambiance aussi. C'est-à-dire que les gens qui arrivent ici aient la sensation que ce lieu a été vécu, habité, aimé à travers les générations. J'ai appelé cette sortie le voyage des plantes. C'est quand même un peu bizarre comme titre parce que vous voyez, je vous ai fait une valise ici avec des destinations, Dakar, Rio de Janeiro, New York. Est-ce que vous pensez que cet arbre, un jour, il s'est réveillé en me disant « Bon, peut-être j'ai envie de voyager, je prends ma valise et je m'en vais ». Non. Pourquoi? Est-ce qu'un arbre ne peut pas bouger? Mais dans une vie antérieure, j'étais enseignant en paysage et horticulture avec des étudiants qui étaient post-bac. Et quand je me suis retrouvé à la retraite, j'ai trouvé que certaines thématiques que je travaillais avec ces étudiants étaient intéressantes à développer et à adapter à un public beaucoup plus jeune, puisque là je m'adresse à des CM1 et des CM2. Tu vois, quand tu me dis le cochon, tu as raison, ils adorent les glands. Et en plus, ça fait du très bon jambon quand tu leur fais manger. Mais tu vois, quand un cochon mange un gland, est-ce qu'à ton avis, après, ça va faire un chêne? Non. Par contre, l'écureuil, quelle est la différence avec l'écureuil? Qu'est-ce qu'il fait l'écureuil? Il les garde. Il fait ses réserves. Parce que tu sais, l'écureuil, il se dit, l'hiver va arriver, il ne va pas y avoir grand-chose à manger, je ramasse des glands et comme j'ai peur que mes voisins viennent me les manger, je les cache. Et je leur propose un sujet autour du voyage des plantes, leur faire prendre conscience de toutes les stratégies que les plantes ont développées pour circuler et voyager à travers le monde, leur faire prendre conscience qu'un des meilleurs chauffeurs de taxi qu'elles ont trouvé, c'est l'homme, que depuis bien longtemps on les a fait circuler, et que dans la plupart des cas, elles s'intègrent très bien dans des écosystèmes. Et du coup, c'est un discours un peu implicite. D'ailleurs, j'ai des enfants qui régulièrement me posent la question, si c'est vrai pour les plantes, est-ce que c'est vrai aussi pour les humains? Et je trouve que c'est un message sur la tolérance et la libre circulation qui me paraît intéressant. Oh si, les feuilles. Les feuilles. Érable. Une feuille? Regarde, regarde. Ça suffit, ça. Qui naturellement, dans la nature, n'existait pas.
Sibirol, c'est la maison de mon enfance, évidemment. Je n'y suis pas né, je vivais dans Bordeaux, mais c'était ma grand-mère qui habitait là. Ma grand-mère qui continuait à exploiter l'exploitation agricole, c'était une véritable fermière, même si c'était en même temps une bourgeoise. Et c'est elle qui m'a donné le goût de cette propriété. Mes parents ont tenu le flambeau un petit peu, mais pas très longtemps parce qu'ils sont décédés assez tôt. Et c'est finalement ma génération qui a eu en charge l'entretien de cette propriété dans les 40 dernières années. Je n'ai pas d'enfant, donc pour moi c'était important d'assurer la pérennité de cette propriété. Et donc c'est comme ça que je me suis rapproché de la collectivité en pensant que c'était en lui donnant une destination publique qu'elle serait le plus mise en valeur et protégée. Il y a des tas d'exemples à côté d'ici, par exemple, comme un domaine comme Belcito, dans lequel on peut voir ce que donne une déshérence d'un lieu pendant quelques années au fil des successions et des ventes. Comme je voulais préserver Sibirol de ça, c'est comme ça que j'ai pensé à me rapprocher de la commune de Floirac et d'y trouver un projet qui sera un projet sans doute à caractère culturel, environnemental, qui, à ma mort, pourra prendre la place et ouvrir le lieu tout en le préservant. La mission de l'association, c'est la valorisation patrimoniale, culturelle et on peut dire environnementale. Donc on organise des événements qui sont soit des visites du parc de la Chartreuse et puis des événements culturels, concerts, théâtre. Animer Sibirol, c'est véritablement accompagner les gens dans cette découverte. Finalement, qu'est-ce qui nous inspire? Ce sont des espaces comme ceux-ci, même si on ne peut pas les reconstituer à l'identique, en tous les cas, on peut s'en inspirer. Donc on a toujours besoin du passé, des racines du passé, pour pouvoir se projeter dans l'avenir. À terme, ce lieu aura vocation à être ouvert, mais pas dans n'importe quelle condition, parce qu'il faudra aussi le préserver, en préserver l'esprit et en préserver le patrimoine.